les personnages prennent une consistance, sinon... Mais ils sont d'une part porteurs d'idées, puisqu'ils amènent justement le trajet de l'histoire à se développer, mais ils ont aussi une psychologie. Alors, Simon Briand, en disant que mes personnages n'ont pas de psychologie, je lui ai répondu non, ils ont une psychologie, au contraire, simplement ce sont des gens qui s'adaptent. Ce sont des personnages qui, effectivement, au début, en général, mes personnages sont pas très vaillants, ils sont pacifiques, ils sont très peu hargneux, et donc ils reçoivent le monde dans lequel ils arrivent comme un choc violent. Et donc leur psychologie va être profondément modifiée, et au cours du roman, ils vont développer une autre façon d'exister par rapport aux événements auxquels ils vont être confrontés. C'est pour ça que mes personnages, contrairement à ce que dit Simon Briand, ont une véritable psychologie. Simplement, c'est une psychologie qui évolue au fur et à mesure que le livre évolue. Voilà. Moi, je suis d'accord, ils ont totalement une psychologie. Oui, oui, absolument. Tes personnages, ils incarnent pas comme dans certains romans. C'est pas juste des incarnations d'une idée. Du coup, c'est pour ça que tu parles d'évolution, quoi. On n'a pas la force, la féminité, j'en sais rien. Enfin, des choses comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Après, il y a, j'ai l'impression, peu de monologue interne, aussi, enfin intérieur. C'est aussi ça qui veut dire. Oui. C'est que la psychologie, elle se voit par l'évolution. Enfin, beaucoup par l'extérieur, parce qu'ils font et tout ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, c'est pas évidemment des romans psychologiques au sens où l'on entend les personnages. Même dans mes romans de littérature dit générale, c'est un peu la même chose. Donc il y a quelqu'un, le personnage est confronté à quelque chose de terrifiant, sa femme disparaît dans une explosion dans une galerie, et donc il va la chercher à travers Paris. Bon, mais on sait que ce sont des intraterrestres, c'est-à-dire des êtres de l'avenir qui vont envahir le présent parce que l'avenir est trop épouvantable pour pouvoir y vivre, donc ils vont reculer dans le temps pour essayer d'y vivre, et c'est eux qui vont créer cette transformation du monde. Et justement, quel lien tu as, toi, en tant qu'auteur, en tant que démiurge, avec tes personnages? Moi, quand j'interviewe des auteurs, parfois, il y a des relations qui sont très proches, ils s'incarnent presque des amis. Oui. Quel lien, toi, tu as avec eux? Justement, là, on a eu une conversation avec Lionel Davoust et Andrevon sur leur façon d'écrire. Donc, tous les deux, et comme Kurt Steiner, André Roland, ils faisaient, sont des gens qui écrivent des synopsis à l'avance. Et à partir de ce synopsis, ils vont écrire des romans. Personnellement, moi, c'est exactement le contraire. Je pars avec une idée donc, générale, c'est-à-dire le monde dans lequel ça va se passer, avec une idée de départ fondamentale, et je sais comment ça va se terminer. Et puis à partir de là, je crée des personnages qui vont permettre à l'histoire d'avancer, mais par contre, tous les événements qui vont se produire, je n'en ai aucune idée. Et donc chaque matin, quand j'arrive dans la machine à écrire, donc je sais que j'en suis la veille, je suis un peu comme Van Vogt, sauf que je ne me réveille pas 3 fois dans la nuit pour essayer de poursuivre l'histoire, mais peut-être un peu moins maintenant, bien que je rêve toujours beaucoup, mais je rêve surtout d'Anne. Avant, vraiment, il y a encore 5-6 ans, quand j'écrivais la Tarte Blues, j'arrivais, pof, ça démarrait complètement, la suite de ce que j'avais écrit la veille était venue dans la nuit sans aucun problème. Je dois dire qu'à un moment, en ce moment, j'ai un peu plus de mal, et donc je suis un peu en train de réfléchir dans la journée à ce que je vais écrire le lendemain, ce qui ne m'était pas arrivé auparavant. Mais enfin, j'arrive quand même à écrire des romans qui tiennent encore le coup, j'espère. Voilà. Et des personnages, il y a des personnages, enfin là je pense à, évidemment pas les nuits de l'aviateur, puisque oui, c'est toi, oui. mais dans Juste à temps, le personnage qui est un peu dans le cinéma, enfin qui a de la famille qui sont marchands d'art, enfin c'est quand même donc c'est des proches, là c'est carrément un parent. Oui, c'est ça, c'est un de tes avatars. Ouais, c'est des avatars. Mais enfin justement, la grande discussion c'était la grande question, est-ce que les personnages vous échappent? Alors là, dans Andrevon et Lionel Davoust disaient ah oui, mes personnages m'échappent. Moi, ils ne m'échappent jamais. Ouais. Non, puisque je sais qui ils sont depuis le départ et je ne veux pas qu'ils m'échappent. Je veux qu'ils restent tels que je veux les décrire.
Et ça, je crois que jusqu'à présent, aucun personnage ne m'a échappé. L'histoire m'a échappé, mais pas les personnages. Ça c'est calé, c'est cadré. Si on reprend un petit peu le fil, on arrive aux années 90. Voilà. Donc après le creux, ça Après le repart creux. un petit peu. Voilà, donc là, on peut dire que c'était l'effet Marion Mazuric. Donc il s'est trouvé que chez J'ai lu, une fois que Sadoul a abandonné, enfin pour cause de retraite, la direction de J'ai lu, qu'il a d'ailleurs très très bien mené, surtout dans les premières années, lorsqu'il a publié des romans de science-fiction sans aucune spécification, si bien que les lecteurs, ne voyant absolument rien de particulier, les achetaient comme un roman de littérature générale. Bon, après, ils étaient peut-être un peu surpris, mais enfin, finalement, les ventes... Et d'ailleurs, je parlais des miennes, mais De Muth a vendu encore plus de Galaxial que moi. Je crois qu'il a vendu 150 000 exemplaires des Galaxial, du premier tome. Donc, c'était vraiment... Gérard Klein aussi, est très bien vendu. Kurt Steiner aussi, enfin... Jury, non, Jury, je crois, n'est jamais paru chez J'ai lu, puisqu'il était happé par Guamard, qui l'avait emmené chez Presse Pocket. Et donc, quand Marion Mazuric est arrivée, donc, elle a dit, bon, là, on se pose devant un problème, elle aimait ça, elle aimait la science-fiction, mais il n'y avait plus d'auteurs, enfin, il y avait les vieux qu'elle ne voulait certainement pas prendre, parce qu'elle voulait faire un coup médiatique, donc elle a pris des jeunes auteurs. Donc il y avait à ce moment-là Ayerdal, il y avait qu'est-ce qu'il y a, Bordage, il y avait Ligny, il y avait... Asтерville. Enfin, Ligny, c'était déjà un ancien en réalité. Ligny, oui, pas une c'était question un ancien, d'âge. c'était quand même un de ceux qui, avec Brussolo, était venu dans mon... Oui. dans mon- Oui, quand même. Non, Ça c'était s'appelait quand même- Nouvelle Voix. Non, j'y De étais quoi en plus, je les vendais. Nouveau millénaire. Non, Non, c'était en non, poche d'abord. mais je pense que là on est après. Oui, on est après. Là. Et Millénaire, c'est non. c'est plus tard. Millénaire, c'est après, c'est pour ça, là c'est le Ouais. poche, c'est un J'ai lu. Oui, c'est dans J'ai Oui, lu. tout à fait, c'est les années 90. Donc Et c'est, c'est une nouvelle quelque chose. Ouais. Ah oui, non, alors moi c'était un peu après. Voilà, donc c'est là, elle a c'est, donc c'est aggloméré tous 99 ces moi auteurs. déjà, tu vois, c'est Demain une oasis. Ouais. Elle Oui, avait oui. mis un Welbeck, les particules élémentaires. Oui. Oui. Donc là, finalement, elle a réussi son coup parce que finalement, elle a réussi aussi à avoir enfin des critiques dans les journaux. Parce qu'il faut bien dire que depuis que j'étais parti du Monde, finalement, donc il restait comme critique Baudou au Monde, hein, pendant pas mal d'années, moi au magazine littéraire, peut-être un peu Joël Vintrebert dans un journal de BD, je ne me souviens plus lequel, et puis Andrevon et Claude Eken dans l'écran fantastique. Mais c'était tout ce qu'il y avait. Dans les journaux normaux, dits normaux, il n'y avait rien du tout, rien du tout. Par exemple, quand j'ai fait un article sur la science-fiction dans Le Point, il y a quelques années, la rédactrice en chef m'a dit, écoutez, c'est la première fois qu'on parle de la science-fiction dans Le Point, alors je veux que vous en fassiez Le Point. Dans l'Express, il n'y a pratiquement jamais rien. Dans le Nouvel Obs, alors là vraiment, il déteste ça. Il y a eu juste Philippe Hupp qui, pendant des années, comme il était ami avec la personne qui s'occupait des pages de la fin, a eu, si c'est une fois, 3, 4 fois par an, à parler d'un roman de science-fiction. En dehors de ça, il n'y a jamais eu une critique de fond, sauf Welbeck, bon, parce que c'est ça la chose étrange. C'est, par exemple, Robert Merle, Welbeck et quelques autres ont écrit des romans de science-fiction qui ont été traités comme des romans tout à fait normaux. Et je ne sais pas où se situe la différence. C'est parce que moi, j'ai toujours essayé justement de ne pas être un auteur de science-fiction et de publier dans les collections normales. Je n'y suis jamais parvenu. Il doit y avoir quelque chose qui change dans l'appréhension par l'éditeur du livre qui lui donne le fait que ça provoque chez lui une répulsion. Parce que je crois quand même que franchement, le lecteur de science-fiction, c'est quelqu'un de particulier, malgré tout, on peut le dire. Il y a ceux qui tout d'un coup ressentent un choc parce que le roman leur dit quelque chose et leur parle. Mais la plupart du temps, très rapidement, ils évacuent parce qu'ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas et ils ne font pas l'effort nécessaire qu'il doit être, c'est-à-dire se laisser porter par l'histoire
qui paraît totalement déraisonnable, jusqu'au moment où on comprend enfin pourquoi elle est là. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Et donc je crois quand même, en rencontrant beaucoup de fans, etc., que c'est profondément ancré en eux, quoi. Et que dans les années 50, il y avait quand même beaucoup de gens qui aimaient justement ces rapports entre la science et la fiction, et qui étaient totalement favorables à ce genre de littérature. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des problèmes terribles en France. Les gens ne se sont plus occupés que d'une chose, c'est leur avenir immédiat. Et donc, s'occupant de leur avenir immédiat, surtout actuellement avec le terrorisme, avec toutes sortes de choses, avec la crise qui s'est passée, qui a rappelé l'année de ma naissance, les gens ne s'occupent plus du tout, les médias ne s'intéressent qu'à là, au réel le plus immédiat. Et donc la science-fiction, ça leur apparaît comme quelque chose de véritablement horrible. Et d'ailleurs maintenant, par exemple, l'auteur, le créateur de la Tesla, la voiture électrique, veut faire des fusées qui vont partir vers Mars en 2024. Il veut faire des avions, qui est un vieux projet, des avions qui montent comme fusées et qui retombent en une demi-heure à New York. Et c'est très bizarre. Là, les journalistes disent ça n'est plus de la science-fiction. Donc c'est très curieux. Quand c'est de la science-fiction avec un mépris total, et après ça n'est plus de la science-fiction, c'est leur bonheur. Enfin, ils sont libérés de cette horrible chose qui est la science-fiction. Mais je ne mens pas. Si vous lisez la presse dans son ensemble, les journalistes sont contre la science-fiction. Ils détestent ça, véritablement. D'ailleurs, dans l'ensemble, il faut bien dire que les Français n'aiment pas beaucoup le fantastique, n'aiment pas énormément tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, puisqu'on dit toujours qu'ils sont cartésiens, qu'ils sont rationalistes. Or, la science-fiction est rationaliste, quoi qu'ils en disent. Ouais, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est quand même une espèce de malentendu? Parce Voilà. que quand on dit ce n'est plus de la science-fiction, alors profond. la SF parle d'aujourd'hui, c'est assez clair, quoi. Ouais. Et alors là, donc, finalement, donc, ça a bien réussi, ce qu'a fait Marion Mazurik. En plus, elle a créé après une collection de livres, comment on appelle ça, Grand format. Format normal, nouveau millénaire, plutôt c'est millénaire. Bon, ça n'a pas très bien marché, et donc finalement, toute son expérience, qui a été très, très réussie sur le plan médiatique, n'a pas été extrêmement réussie sur le plan économique, si bien que elle est partie de J'ai lu pour créer sa propre maison d'édition, où là, finalement, elle a utilisé les auteurs qui fonctionnaient, comme Bordage et Ayerda, et en laissant tous les autres tomber. Puisque finalement, elle a publié un de mes romans quand même dans Millénaire, même elle pensait prendre le second, et donc elle a lu ce roman à Saint-Domingue. Donc elle avait le manuscrit en elle faisait du cheval, parce que Marion Mazurik faisait beaucoup de cheval et elle aime le taureau. Et donc elle disait, c'est magnifique, je traverse Saint-Domingue en lisant ton roman, je jette les pages une à une depuis mon cheval. Et donc, et là c'est très curieux parce qu'elle m'avait posé la question, elle m'a dit, mais comment ça se fait que toi, un auteur comme toi, tu me proposes un roman? Elle était étonnée. Et finalement, c'est la raison pour laquelle elle n'était pas venue vers les anciens auteurs, c'est parce qu'elle pensait qu'ils refuseraient. Ouais. Et donc, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est. Donc, on arrive aux années 2000, à peu près. Frémissement, nouveaux auteurs. Lothar Blues en 2008. Ouais. Retour chez Ailleurs et Demain. Ah oui. Retour ailleurs demain. Oui, ça a été absolument extraordinaire parce que je peux dire que mes rapports avec Gérard Klein n'étaient plus aussi bons qu'ils étaient jadis. Et donc, quand je lui ai proposé ce roman, finalement, il l'a pris contre lui-même, parce que finalement, depuis 1985, et là on était en 2005, c'est-à-dire pendant 20 ans, il n'est plus publié un seul auteur français, à partir du moment où il a cessé d'écrire lui-même. Et là, donc, ça lui a redonné le goût, il s'est republié lui-même, d'ailleurs, et il a republié 1 ou 2 romans de jury. Il est fait un francophone quand même, il y avait Oui, Panchard. Oui, aussi, Panchard. Oui. Bon, C'est pas français, mais c'est Oui, moi c'est aussi à partir de cette... Oui, c'est la même période, ça doit être période. 2004, Panchard, ou 2005. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça, je dois dire, pour ça que je ne me dément pas, j'ai écrit une préface pour justement
une anthologie de Combalot qui n'est jamais parue, et qui justement, dans lequel je dis fermement que c'est un peu à cause de Guamard et à cause de Gérard Klein que la science-fiction française est tombée si bas. Parce que finalement, quand Guamard a pris la collection Presse Pocket, donc il m'a attiré vers lui, en même temps que Brussolo, Jury, etc. Et le directeur commercial, je ne dis pas que c'était la faute de Guamard, publiait 30 000 volumes en poche américains et 15 000 en français. Et après, on disait les Français se vendent moins que les Américains. Bon, c'était normal, la diffusion était de moitié. Donc à partir de là, l'idée que les auteurs français ne se vendaient pas est ancrée dans l'esprit des éditeurs. Et ça a été gravissime quand même. Et donc, en plus, donc, il y a eu ça de la part de Guamard, qui a fini par adopter la position de son directeur commercial. Et en plus, Gérard Klein s'est arrêté de publier les auteurs français. Donc il n'y a eu plus qu'Elisabeth Gilles, heureusement, qui était là, qui a été magnifique, qui a fait un travail superbe, qui a permis à des quantités de jeunes auteurs de gagner leur galon dans le domaine de la science-fiction. Et ça a été vraiment formidable parce qu'elle a permis à Walter, elle a permis à Ligny, elle a permis à Brussolo, elle a permis à Andrevon, elle a permis à tout le monde. Tous les gens qui aujourd'hui comptent de la science-fiction française, c'est elle qui les a finalement lancés, quoi. Mais justement, Présence du futur, ça s'est arrêté quand? Bah, ça s'est arrêté là tout 2000. récemment. 99 2000, 2000, hein. ouais. Donc c'est au moment où... C'est-à-dire qu'après... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Enfin oui, c'est ça, ça doit être 2000. Hein. Oui, c'est-à-dire que oui, à partir Donc du après, il n'y moment a plus où elle les est Français partie, en présence du c'est futur. Jacques Chambon qui Oui. a pris le Qui a truc. commencé un peu après Jacques Chambon, il était en 2000 déjà chez Oui. Flammarion, il était déjà plus en Oui, présence du donc futur. là, il est parti chez Flammarion. Ouais. Et donc, il a été remplacé brièvement par Brussolo qui n'a pas fait grand-chose. Et à ce moment-là, c'est Gilles Dumais qui est arrivé, qui a fait qui a balayé la collection. Enfin, c'est pas lui, mais c'est Gallimard qui Oui, a intégré, oui. qui a créé Folio Science-Fiction et Oui. qui a intégré Voilà, quelques c'est ça. auteurs Voilà, parce en que présence du futur. c'était la vieille idée. Parce Ouais. qu'Antoine, donc, Eh oui. je reviens à Antoine, donc il avait raté son projet, et depuis toujours, Elisabeth Gilles me disait, il cherche à prendre ma collection. Et moi, et là, elle a lutté pendant tout le temps où elle était là, contre le fait que Gallimard reprenne. Et donc, quand elle est partie, et que Jacques Chambon est parti, Antoine s'est précipité à enfin pu faire sa collection de science-fiction. Et à ces époques-là, on te retrouve pas, toi, dans Anticipation, justement, où bouillonne Ligny, Wagner, Co. Non. Non, hein. Non. Non, là, je ne sais pas, il y a eu une sorte de séparation. Mais c'est très curieux parce qu'il faut bien dire que ces jeunes auteurs, finalement, ne me lisaient pas du tout. Il y avait une fracture, sauf... Lehmann aussi. Sauf Lehmann, qui lui me lisait, et Gilles Dumais. Gilles Dumais qui a même publié 3 de mes nouvelles quand il était au début du Bélial, dans l'avant-Bélial. Et donc eux deux appréciaient ce que j'écrivais. Après, j'ai appris qu'Ayerdal avait lu Cette chère humanité et que finalement il était complètement en accord avec moi. Ligny me lisait aussi, sauf Bordage, qui lui, paraît-il, ne lit rien. Mais ça, je ne dis pas. Oui, il a dit. Oui, il lit Oui, pas. Oui, il a dit avec toi une table ronde. Oui. Il lit pas beaucoup les autres. Non, il ne lit pas Oui, beaucoup. C'est pas. Voilà. C'est pas toi qui est en question. Hein. Non, c'est pas moi qui ai la question. Et Voilà. donc tu vois un renouveau après. Donc alors à ce moment-là, En ça 2010, c'est quand même après. Oui, enfin, s'il y a quelque chose qui se passe ou. Bah, il se passe plus grand-chose, il faut bien dire. Là, on peut dire que Lune d'encre a quand même, grâce à Gilles Dumais, permis l'éclosion de quelques auteurs. Hein. Ça a été quand même pas mal de ce point de vue-là. Et à part ça, dans les autres collections, on ne voit rien paraître. Dans J'ai lu, ils reprennent les vieilles lunes. Dans la collection du Fleuve Noir, ils n'ont pas pris grand-chose non plus que les auteurs américains. Donc on a été très mal parti de ce point de vue-là. Heureusement que Mathias Echner est arrivé. Non, mais en fait, il y a 20 ans, il y a eu Diable Vauvert, mais elle a fait effectivement
peu de science-fiction, là elle s'y remet, mais Oui, elle a fidèle pris- à Yordal et à Bordage, mais elle a acheté quelques auteurs étrangers. Enfin, il y a Oui, quand même parce que Gaiman, par- enfin, il y a des grands auteurs, hein, Bassi Galoupi, mais en français pas beaucoup. Non, et par exemple, moi je lui avais envoyé, elle n'a même Ouais. pas lu, alors qu'elle m'avait envoyé cette lettre absolument Ouais. bouleversante Ouais. sur le premier roman, là elle n'a même pas lu le roman que je lui avais envoyé, elle l'a fait lire par quelqu'un Ouais, de mais la la maison. maison est devenue grande. Ouais, ouais. Donc ça doit être il y a 20 ans. En 2004, il y a donc la création de la Volt et des moutons électriques. Dans les moutons électriques. Actu SF, c'est un peu... Non, ça sera un peu plus tard. C'est Enfin, après. on est balbutiant. Il y a d'autres à ce petites moment-là. maisons quoi, Toutes petites qui Alors, il se brassent passe- les gens. Enfin, en création, il y a peut-être des choses. Peut-être après en audience, Et est-ce puis on que peut tu as dire des aussi questions quand même qu'il y a eu le coup de massue de la fantaisie. Parce que je voulais revenir. C'est ça le problème. À partir du moment où... parce que curieusement, alors que toute la société actuelle est complètement braquée sur le réel, la fantaisie, elle, ne les dérange pas parce que ça part dans un monde complètement imaginaire. Donc quand on est ancré dans le réel, on peut très bien aller dans une imagination à base de dragons, d'elfes et de fées, et là ça ne dérange personne. Par contre, quand on raconte ce qui peut se passer quand les robots vont commencer à exister réellement, quand toute la société va être prise en main par la mondialisation, et bien là, les gens reculent devant ce genre de livre, et c'est pour ça que la science-fiction a beaucoup de mal à s'imposer. Il semblerait qu'actuellement, il y ait un léger retour, d'après certaines personnes qui me disent que ça fonctionne un peu mieux qu'avant, mais enfin là, je n'en suis pas encore sûr. Et le fait de voir, alors toi en tant que critique et en tant qu'auteur, quand tu vois par exemple que Marie Dariussec vient de publier un roman de science-fiction, mais c'est pas nouveau, c'était la littérature générale qui s'empare des codes Oui, voilà. de la SF. Comment est-ce que toi tu regardais ça et que tu le regardes Bah, c'est un peu ce que je disais dans l'entretien que j'avais eu avec Frédéric Roussel pour Libération, c'est que moi, la science-fiction est arrivée au point où je souhaitais, c'est-à-dire qu'elle se noie dans la littérature générale, donc c'est une école de science-fiction clandestine qui est née et qui se répand partout. Aujourd'hui, la science-fiction, elle est partout. Alors en plus, bon, il y a une dichotomie totale entre le cinéma de science-fiction, qui a un succès considérable auprès d'un certain public, et ce public-là ne lit pas de science-fiction, ou presque pas. Puisque finalement, si on compare les 500 000 entrées d'un blockbuster de science-fiction et les 450 exemplaires d'un roman de science-fiction chez un petit éditeur, c'est vraiment effrayant. Parce qu'il y a une chose terrible, c'est que, enfin, personnellement, aux Imaginales, par exemple, l'année dernière, j'avais été, donc c'est immense, et là, j'étais stupéfait, parce que, bon, il y a beaucoup de petits éditeurs qui s'auto-éditent ou éditent de la fantaisie. Mais il y en a aussi qui éditent de la science-fiction. Là, tout à l'heure, je vous en ai montré un. Et là, c'était la même chose aux Aventuriales. Il y a plein de gens qui, finalement, maintenant, c'est assez facile de faire un livre, ou alors le faire imprimer à peu de frais, multiplient des... Alors là, dis donc, pour moi, ça remplace la pensée universelle. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait la pensée universelle qui disait « Venez chez moi, je vous édite ». Donc les pauvres malheureux auteurs qui étaient refusés par tout le monde arrivaient à la pensée universelle. On leur disait « Voilà, c'est 5000 francs » à l'époque. Et ils disaient « Ah, quel bonheur !» Et donc ils payaient 5000 francs, ils étaient édités, après on leur donnait leur pile de livres et ils étaient diffusés nulle part. Et donc ces genres de nouveaux éditeurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des gens qui sont refusés partout et qui se publient eux-mêmes. Et donc à ce moment-là, finalement, ça fait, il y avait, je ne sais pas combien, moi, 70 éditeurs qui vendaient des livres d'eux-mêmes ou de leurs amis. Est-ce que tu as vu une évolution dans les thématiques de la science-fiction entre ce que tu lis aujourd'hui et ce que tu lisais avant? C'est-à-dire, je crois, surtout, c'est à travers les auteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que Lehman a eu sa propre thématique, bien qu'il ait essayé de se fondre dans la science-fiction générale par les romans les 3 romans qu'il avait écrits, qui d'ailleurs ont été fatals pour lui, d'ailleurs. Mais on peut dire que Heyerdahl donc, a son style propre et écrit ses romans, que Ligny, de la même façon, écrit ses romans, Bordage aussi, moi aussi. Et donc je crois que finalement la science-fiction, c'est devenu l'apanage d'un auteur. Sinon, on va se retrouver dans la science-fiction américaine
qui publie un nombre considérable de space opéra. C'est surtout là que se trouve la science-fiction. Finalement, en dehors de quelques auteurs de grands talents comme Christopher Priest ou Stephen Baxter. Alors évidemment, Stephen Baxter, je viens d'en lire un tout à fait par hasard. Je passais dans ma bibliothèque, tout d'un coup je vois Espace. Tiens, dis, j'ai pas celui-là. Et pour moi, Évolution de Stephen Baxter est un des plus beaux livres de science-fiction que j'ai lu de ma vie. Et donc j'ai lu ça. Et alors là, c'est un truc absolument incroyable. C'est là où on voit que le traitement de texte a complètement changé la façon d'écrire des écrivains. C'est que d'ailleurs, lui le dit lui-même, certains passages de ce roman peuvent se retrouver dans des nouvelles que j'ai écrites ailleurs, mais c'est complètement différent. Or, il se trouve que maintenant que les auteurs américains écrivent des pages, et puis après, ils écrivent un roman. Et là, tout d'un coup, tiens, ils disent, tiens, là, j'ai des pages qui pourraient très bien rentrer là-dedans. Ils les mettent là-dedans, avec la machine à traitement de texte, ils mélangent tout ça. Et finalement, ce roman Espace, c'est assez extraordinaire. Je vais écrire un texte là-dessus, parce que c'est fascinant, parce que vraiment, on appelle ça de la hard science, parce qu'évidemment, Stephen Baxter a une bonne connaissance des choses, mais enfin, ce qu'il raconte est complètement déraisonnable, c'est complètement fou. Il a des personnages de vieillards qui jurent qu'ils ont 1857 ans, et c'est vraiment hallucinant à lire, parce qu'il y a 4 parties, finalement, et qui se mélangent plus ou moins, comme ça, et alors, il arrive à la fin, c'est majestueux, là, il est dans un espace d'espace complètement dément, et là, je dois dire que j'ai été totalement surpris. Mais moi, personnellement, je trouve que il y a une telle imagination dans ce roman que finalement, malgré ses défauts complètement inhérents à la construction, finalement, il y a peu d'auteurs qui peuvent arriver à sa cheville. Bon, il y a aussi Wilson, Charles Wilson. Il y a quand même pas mal d'auteurs de ce genre qui écrivent quand même de beaux romans, quoi. Toi, dans la méthode de travail, ça a évolué? Oui, mais c'est-à-dire qu'évidemment, bon, je disais, et ça, par rapport à Andrevon et à Lionel Davoust, qui eux font un synopsis, et comme Ruellan aussi, eux, ils écrivaient, et chaque ligne était écrite. Andrevon me dit, je ne réécris jamais rien, Davoust non plus. André, pour lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ligne écrite, c'était tant de centimes. Moi, au contraire, Cette chère humanité, j'ai 5 exemplaires, Cette chère humanité, qui fait quand même, je crois, 500-600 pages, écrit tapé à la machine. C'est-à-dire que j'ai réécrit tout le temps. Alors évidemment, avec le traitement de texte, j'ai été sauvé, et il faut bien dire que c'est pour ça que je suis pratiquement le premier auteur français, même de la littérature générale, à avoir utilisé, puisqu'en 83, j'avais un traitement de texte, et là, vraiment, personne n'en avait. Donc j'ai vu que c'était merveilleux, puisque on pouvait modeler complètement la littérature, et ça devenait de la matière plastique. D'ailleurs, j'avais fait, avec un petit éditeur d'Angers, dans la grande librairie d'Angers, à la fête du livre, j'avais donc un grand écran, comme ça, devant moi, et un petit traitement de texte. Et là, j'écrivais une nouvelle que je n'avais pas devant les gens. Et donc les gens passaient et voyaient le texte changer, et finalement, ça a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup regretté de ne pas recommencer cette expérience, parce que c'était assez extraordinaire de voir les gens qui voyaient le texte, ils étaient fascinés, ils voyaient le texte changer, avancer, ils voyaient l'histoire avancer, ils repassaient de temps en temps, et après, j'avais mon ami qui était à côté de moi, qui avait un système automatique, et donc il a publié la nouvelle à 50 exemplaires, et là, ça a été vendu à tout le monde autour. Ouais, voilà. Et sur l'élan créateur, sur ce qui fait que tu écris encore, c'est toujours la même impulsion? Ah oui, c'est toujours la même impulsion, sauf que je dis maintenant, je suis quand même dans la position des autres où je suis presque en train d'établir des synopsis. Sauf que je sais que ce synopsis ne sera pas... D'ailleurs, finalement, je prends pas mal de notes. Et je retrouve des notes à propos des derniers romans que j'ai écrits qui n'ont strictement aucun rapport avec le roman que j'ai écrit, dans lequel il y a plein d'idées dont j'aurais pu écrire un autre roman. Et là, c'est très étrange, donc je suis assez content de le voir. Alors finalement, je replonge, parce que dans tous les ordinateurs, il y a toutes sortes d'idées que j'ai faites, accumulées depuis 50 ans. Et là, bon, alors, il y a des nouvelles qui me semblent complètement... ou des romans dont le sujet me paraît complètement hors de l'époque.
Mais quand je trouve une idée qui peut fonctionner, à ce moment-là, je me dis tiens, parce que finalement, toujours au cours de mon itinéraire, j'ai toujours écrit des nouvelles au milieu des romans. Parce que c'est une espèce de moment de stase. Alors, j'étais arrivé à un point où il fallait que mon imagination travaille pour arriver justement à la fin que je m'étais fixée, parce que finalement, j'arrivais à un point où j'étais tellement en décalage par rapport à la fin que j'avais projetée que je voulais absolument pas que ça s'en aille. Je voulais pas que le personnage m'échappe, ni que mon histoire m'échappe. Et donc je m'arrêtais, j'écrivais une nouvelle, et puis après je reprenais le roman. Donc c'est pour ça que j'ai écrit des nouvelles au cours de... Donc je retrouve dans mes ordinateurs toutes sortes de vieilles idées, que je reprendrai ou pas. Enfin bon, vu le nombre d'années qui me reste à vivre, bon, il me reste peut-être que... il y en aura quelques-unes. On va parler du recueil de nouvelles, donc du coup là on revient à l'actu, pour le coup. Oui. Recueil de nouvelles qui paraît à la Volte. Comment est-ce que, donc on en parlait tout à l'heure sur 40 ans quand même, Oui. de 75 à quasiment aujourd'hui. Comment est-ce que vous les avez choisis ensemble, entre Richard Combalot et vous deux? Comment ça s'est fait? Comment t'as fait le sommaire, quoi? Voilà, bon, de toute façon, moi j'avais une idée préconçue sur un certain nombre de nouvelles que je voulais absolument qu'elles soient dans ce recueil. Combalot, lui, a fait son travail tout à fait à part, sans influence ni de Mathias ni la mienne. Et il a amené quelque chose dans lequel il faut dire qu'il y a à peu près 60 à 70% des nouvelles que j'aurais mises. Donc il restait un certain nombre de nouvelles que je voulais mettre. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé la liste de ce que je voulais rajouter. Et là, pour lui, alors la plupart de ces nouvelles, c'était vraiment hors de propos. Donc, j'ai fini par le convaincre pour certaines d'entre elles. Et puis, donc, j'ai envoyé la totalité de mon projet, y compris les nouvelles de Combalot, choisies par Combalot, et les nouvelles que je comptais y mettre. Sauf une ou deux que j'avais évacuées, soi-disant d'ailleurs, dans ce qu'il explique dans sa postface, pour lesquelles il les a éliminées, mais enfin, à mon avis, ce sont de mauvaises raisons. Enfin, c'est pas grave. L'idée, c'était de faire une sorte de best-of. Voilà. Bon, je déteste ce mot, mais enfin, Moi, pardon, excuse-moi. L'idée, c'était de faire un best-of dans l'idée de Richard Combalot. C'était ça, sachant qu'il y a eu déjà un livre d'or. Voilà, qu'il y a eu un livre d'or, oui, voilà. Donc, déjà un best-of, alors qu'il était il y a 20 ans. Oui, il n'y a pas 20 ans, c'est dans les années 70. D'accord. Voilà, donc il y avait ça. Donc, quelque part, plutôt que dire best-of, déjà, c'est pas beau, c'est effectivement voir. Il a travaillé sur 150 nouvelles, au moins, oui, 150 Richard. Oui. Et c'est d'avoir vraiment toutes les palettes, bon, les meilleures nouvelles, et toute la palette des préoccupations ou de la littérature justement, c'est un peu ça qui la divergence. Et là, on a eu des. Voilà, La divergence profonde, c'est que finalement, Combalot, lui, était tourné vers la science-fiction. Ouais. Or, j'ai écrit des nouvelles qui sont à la limite de la science-fiction, qui sont de la fiction spéculative. Il faut bien dire qu'en réalité, moi, ce que j'écris, c'est de la fiction spéculative. Bon, c'est un mot qui n'est pas extrêmement évocateur pour la plupart des gens, donc c'est pour ça que finalement il retombe dans l'oubli. Et donc ça, il avait complètement évacué ces nouvelles. Donc c'est celle-là surtout que j'ai intégrée. Si, puisque finalement... oui, il y a ça. Enfin bon, en tout cas, c'est un travail à trois. Un travail à trois, donc à ce moment-là, voilà. Mathias a lu l'ensemble et finalement a soutenu un certain nombre. On a évacué quelques-unes, toutes celles alors qui n'étaient vraiment pas de la science-fiction, qui était de la spéculation pure. Donc toutes ces nouvelles qui sont parues dans la revue de Beaubourg qui s'appelait Traverse, et donc qui sont des nouvelles plutôt d'humour noir et complètement absurde. Voilà. Alors du coup, quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans le recueil? Alors là, donc, il y a toutes les thématiques. Donc absolument toutes les thématiques. Finalement, l'apport de Combalot était important, c'est-à-dire qu'il a repris toutes les nouvelles qui ne sont pas parues en recueil, qui sont parues dans Bifrost ou dans Galaxy, et qui donc finalement ont été lues par les lecteurs de ces deux revues, mais qui n'ont pas eu d'autres répercussions. Il en a repris aussi très peu de mon recueil précédent, donc qui
qui Chez nous. était paru donc chez Flammarion Ouais. sous l'égide de Jacques Chambon, Enfin, Rasta Solitude. oui, parce que le Donc, je crois qu'il y a- précédent, c'était L'homme qui s'arrêta à la Volte. Voilà. Donc on n'allait pas reprendre, on a repris L'homme qui s'arrêta parce qu'elle Donc, était il y a- trop belle, mais effectivement, on aurait bien voulu en reprendre une autre. Donc il y a des fois des contraintes, mais plutôt que parler des Voilà. contraintes, il faut parler des- En réalité, il y a une nouvelle du de résultat. L'homme qui s'arrêta et une nouvelle de Rasta Solitude. Voilà. Mais Et donc 2 nouvelles du livre d'or. Mm. Voilà. Tout le reste est... donc il y a un itinéraire, on n'a pas découpé par thématique, ça c'est sûr, mais il y a un itinéraire. Mais C'est un il y a- itinéraire mental, voilà. Ouais, c'est-à-dire, on est du moins, on est dans quelque chose de un peu fantastique ou très ancré sur la Terre Ouais. au départ. Oui. On a un passage par quand même, il y a certaines nouvelles d'humour noir, enfin qui sont du pur surréalisme. Oui, oui. Ouais, donc vraiment là des nouvelles inclassables que je trouve Voilà. très drôles. Et puis on va de plus en plus loin. Après, on s'éloigne de la Terre. On a de plus Oui, en oui, plus. plus en plus vers la science-fiction. Voilà, ouais, absolument. Et les thématiques, quand moi j'ai lu ça, mais alors ça va faire réagir Philippe, je trouvais que ça tournait beaucoup, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai ressenti, sur la finitude de l'homme, Oui, sur la mort, la disparition. Et en même temps, je me disais, mais la science-fiction, c'est beaucoup ça quand même. Hein. C'est oui. comment l'homme ou l'humanité se prolonge. Oui, c'est ça. Ça, c'est incroyable, mais là vraiment, ça prenait tout son, voilà, Ça prend tout son sens. son sens là. Ah, c'est pour ça qu'il y avait donc l'homme qui s'arrêta, Oui. qui était uniquement basé sur la mort. Au début, ça s'appelait Journaux ultimes, puisque c'était derrière, c'est le sous-titre, Mm. puisque c'était dans l'esprit, justement, d'à partir d'une première nouvelle que j'avais écrite il y a fort longtemps, quand Anne avait eu un cancer du sein, donc j'étais tout seul dans ma rue de Paradis, où j'avais un jardin autour de moi, donc j'étais hors du monde, dans un état d'hébétude absolument effroyable, de tristesse et d'anxiété. Et donc j'ai écrit cette nouvelle que d'ailleurs Gilles Dumer a reprise. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais écrire toute une suite de nouvelles dans lesquelles justement ça traite de la mort de quelqu'un. Alors soit c'est raconté par quelqu'un, soit c'est le personnage lui-même qui va raconter sa mort. Mais enfin bon, on peut dire que dans l'ensemble, malgré tout, ça n'est pas le sujet Non. principal de toutes ces nouvelles. Non, bien sûr, non, mais c'est pas la mort, c'est vraiment, oui, c'est l'humanité, c'est l'avenir, voilà. Et puis le titre qui est le titre d'une des nouvelles, on est bien seul dans l'univers. Voilà. C'est en même temps un clin, ça peut être désespérant, en même temps c'est un clin d'œil. Oui, c'est un enfin, clin d'œil. voilà. Et puis après, donc il y a une chose qui est très importante chez moi, c'est la photo. Donc j'ai été photographe, je fais beaucoup d'images, et donc il y a beaucoup de nouvelles qui sont basées sur la photo, hein, sur l'image. J'avais eu dans l'idée d'ailleurs dans ces collages, c'est-à-dire de faire le collage d'abord et l'écrire à partir de là. Et je me suis rendu compte que finalement, une fois que le collage était terminé, c'était absurde puisque ce collage était une nouvelle en soi. Puisqu'à partir de ça, on pouvait voir toute l'histoire était écrite. Donc à la réécrire après, c'était absurde. Donc voilà, j'ai continué d'écrire des nouvelles et à faire des collages et des romans. Voilà. Est-ce que tu te relis facilement là pour choisir les nouvelles quel rapport tu as avec tes textes passés? Dans l'ensemble, il faut bien dire, c'est assez répugnant. J'aime tout ce que je fais. Non. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les critiques que j'ai eues, dont je parlais tout à l'heure, c'est que finalement, d'une part, j'ai jamais eu de problème pour proposer un roman. Chaque fois que j'en ai proposé un, on me l'a pris. Hein. Les nouvelles, ça a toujours été le cas. Quelle est l'exception? Bon, il y a peut-être... Oui, non, l'exception, c'est justement d'essayer de faire passer une nouvelle, un roman de science-fiction dans la littérature générale. C'est le seul problème que j'ai eu. Dernière petite question, parce que ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on parle. Sur quoi tu travailles là, maintenant? Quels sont tes projets et tes envies? Ben, d'ailleurs, il y a un roman qui est terminé. Et, donc en réalité, bon, actuellement, je suis plutôt dans la mort de ma femme, toute récente. Et tout ce que j'écris, c'est à peu près un hommage à elle. C'est elle qui m'inspire. Donc, j'avais commencé à écrire juste avant sa mort un roman sur l'art. Et donc, j'avais écrit toute une première partie à propos d'un personnage qui se faisait greffer une puce dans son cerveau
et qui faisait un roblog, c'est-à-dire un blog en forme de roman, et donc qui racontait tout ce qui lui arrivait dans la vie, et c'était des choses assez bizarres, mais tout à fait en rapport avec l'art. Donc ça évoluait très lentement, parce que finalement c'est quelqu'un qui était furieux parce qu'il était prof à l'origine et qu'il était parti de l'éducation nationale en congé illimité mais sans démissionner, parce que ses élèves de Drancy ne voulaient plus entendre parler du passé composé, des accords du participe. Donc finalement il était extrêmement écœuré par cette horreur qui était en train d'arriver dans l'écriture, et donc il avait décidé d'écrire un peu comme ils auraient essayé d'écrire. Donc j'ai fait une première version qui est complètement écrite un peu dans cet esprit-là, mais en la relisant, je me suis rendu compte que je n'avais pas été assez sérieux. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre vraiment un parti pris et le maintenir jusqu'au bout. Or là, il y a des passages qui sont normaux, d'autres qui ne le sont pas. Certains personnages auraient dû parler. Donc Anne avait lu cette première partie. Elle m'avait dit, oui, il y a une chose qui ne va pas, c'est que les personnages qui ne sont pas dans Igor Tex devraient parler normalement. Mais oui, j'ai dit non, puisque c'est le personnage qui raconte l'histoire. Donc là, on était dans... Donc finalement, j'ai abandonné parce que c'était pas possible, c'était mal foutu. Donc j'ai réécrit en laissant quand même une écriture différente, parce que je l'ai fait lire quand même à plusieurs personnes qui m'a dit non, évidemment, c'est pas exactement la même écriture que tu as fait d'habitude. Et puis après, donc, on venait de Venise quand Anne est morte, on était à la Biennale, donc on est revenu le 15, elle est morte le 16. Et donc je dis, bon, la suite va se passer à Venise, puisque bon, il y a la Biennale, et puis il y a un peintre maudit à l'intérieur, qui est un personnage extrêmement bizarre, extrêmement dangereux, qui va inventer l'art terroriste. Et donc là, toute la fin se passe, et aussi c'est une espèce de réplique à La Forteresse de Coton, qui est aussi, elle était un des premiers romans, qui aussi était un hommage à Anne, puisque je venais de la rencontrer, et enfin, il y a un petit peu de temps déjà, mais enfin... Et donc c'était aussi toute l'émotion que j'avais. Donc c'est aussi un retour à Venise, un retour à La Forteresse de Coton, sauf que c'est à la fois... C'est un roman à peu près inclassable, parce que ce n'est ni de la science-fiction, ni du fantastique, c'est vraiment de la fiction spéculative. En même temps, il y a beaucoup d'humour. C'est une comédie en même temps. Il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de... Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'imagination. Peut-être trop. C'est très drôle, c'est très drôle. Quelque chose à ajouter, Mathias? Non. Peut-être que Philippe pourrait donner un mot, mais peut-être que ça ne viendra pas comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire récemment où vous étiez avec les 42 en train de dire ah oui, on a une nouvelle façon de définir la science-fiction. Parce que la science-fiction, là tu en as parlé, oui. Tu préfères le mot fiction spéculative, mais on est obligé de parler de science-fiction parce que c'est ce que les gens connaissent. Bon. Mais quelque part, je t'ai entendu aussi faire une conférence où tu as expliqué quatre définitions de la science-fiction différentes. Oui. Et aujourd'hui, donc tu dirais que la science-fiction, c'est quoi? C'est très difficile à dire, parce que justement, il y a tellement de possibilités. Parce que, disons, on peut dire surtout qu'il y a plusieurs science-fiction. Donc, je ne parle pas de la science-fiction spatiale, de la science-fiction sociale. Il y a aussi la science-fiction d'aventure, il y a la science-fiction philosophique, il y a la science-fiction politique. Bon, là, c'est déjà quatre grands moments. Donc, on ne peut pas faire une définition générale. Simplement, on peut dire, à la base, c'est quand même, à partir d'une hypothèse imaginaire, écrire un récit logique qui démontre que ce que l'on a proposé au début peut se passer dans la réalité. Voilà, c'est un peu ça. Ok, on prend. Bravo. Très bien, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Et ensuite, je suis en train d'écrire un autre roman. Ça s'appelle Le paquebot immobile. Bon, C'est vrai.